Vendredi 29 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Au Bénin, le plan de numérotation passe désormais de 8 à 10 chiffres dès ce samedi 30 novembre 2024. À la veille de cette transition importante, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumaro, a adressé un message à toute la population béninoise. L'essentiel à retenir de ce message dans cette édition. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi-Ladécan, a procédé à l'installation des différents membres du conseil d'administration des 4 universités du Bénin. C'était ce vendredi 29 novembre à la salle de conférence de l'Institut national médico-sanitaire INMES à Cotonou. Le point de la cérémonie d'installation dans ce journal. Au détour du symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, le professeur Narcisse Tometti a fait l'état des lieux du terrorisme en Afrique et évoque quelques approches de solutions. Des précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Le Bénin change de plan de numérotation et passe désormais de 8 à 10 chiffres dès ce samedi 30 novembre 2024. À la veille de cette transition importante, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumaro, a adressé un message à toute la population béninoise. Dans son adresse, elle a rassuré que toutes les parties prenantes sont mobilisées pour une transition réussie. Les dispositions sont déjà prises par l'ARCEP Bénin et les opérateurs pour l'accompagnement des abonnés à travers l'information et la sensibilisation, la mise à disposition d'applications gratuites de conversion automatique des répertoires téléphoniques des données, a-t-elle fait savoir. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi-Ladécan, a procédé à l'installation des différents membres des conseils d'administration des 4 universités du Bénin. C'était ce vendredi matin à la salle de conférence de l'Institut national médico-sanitaire INMES à Cotonou. Le compte rendu avec Quentin Amosso. Je voudrais encore une fois aujourd'hui vous féliciter, vous installer dans vos différentes fonctions. Les membres des conseils d'administration des 4 universités publiques du Bénin prennent officiellement fonction ce vendredi 29 novembre 2024. Pour cette deuxième mandature, ils sont appelés à relever de nouveaux défis après la révision du cadre juridique. Ces conseils d'administration seront chargés notamment de définir les objectifs de l'université publique, d'adopter l'organigramme et les procédures de l'université publique, d'adopter le budget, les plans d'investissement et les plans stratégiques de développement de l'université, d'assurer le contrôle de la gestion du recteur et des vice-recteurs, d'examiner les rapports d'activité du recteur de l'université publique ainsi que les rapports annuels de performance. La composition des CA s'est élargie à d'autres acteurs universitaires. C'est la présence de 2 personnalités, cette fois-ci désignées par le président de la République, dont une du monde des affaires.
L'autre dimension qui était là, mais qui a connu cette fois-ci une effectivité, est celle de la présence des étudiants. Les nouveaux administrateurs de l'UAC, de l'UP, de l'UNA et de l'INESTIM mesurent l'importance de leur mission. Nous savons qu'il y a beaucoup de défis à relever, aussi bien au niveau de la qualité de l'enseignement qu'au niveau de la qualité des produits que nous allons sortir. Et nous savons qu'il y a aussi des défis en matière de la gouvernance des universités, de la gestion aussi bien financière qu'administrative de l'université. Et nous espérons accompagner bien nos recteurs à atteindre les objectifs. Je mesure l'ampleur ou les défis qui sont les miens en candidatant pour représenter le personnel au sein du conseil d'administration, et puis on va voir en y étant ce qui peut se faire pour améliorer les conditions de travail. Déjà, c'est un sentiment de fierté qui nous anime et de l'autre responsabilité également au même moment, conscient de ce qui nous attend, histoire afin de pouvoir quand même porter plus haut la voix de nos camarades étudiants. Les 4 conseils d'administration disposent de 3 années pour travailler dans le but de rehausser le niveau des universités publiques du Bénin. Du nouveau dans le dossier du décès du jeune Faisal Samba Ouoro survenu à Parakou, le procureur près le tribunal de Parakou, Alain Raoul Agboton, a informé à travers un communiqué en date du 27 novembre 2024 de l'interpellation de 11 policiers et un agent de santé après l'ouverture de l'information judiciaire. Au nombre des mis en cause, 7 sont placés autant pour moi en détention provisoire et les 5 autres sous contrôle judiciaire après l'ouverture d'une information. Pour rappel, la police républicaine a admis le 22 novembre 2024 Faisal Samba Ouoro est mort au cours d'une interpellation qui n'a pas été conduite dans les règles de l'art par ses agents. Toutefois, les enquêtes se poursuivent pour élucider cette affaire qui suscite diverses réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Cette édition se poursuit au détour du symposium annuel de l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseau de Cotonou. Le professeur Narcisse Tometti fait l'état des lieux du terrorisme en Afrique et évoque quelques approches de solutions. Anel Dohou y était, voici son compte-rendu. Il y a eu les documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Si on avait réussi ces documents-là, leur mise en œuvre, on ne parlerait peut-être pas de terrorisme dans la plupart de nos pays. En dehors du document de stratégie de réduction de la pauvreté, nous avions eu aussi, sous l'effet de la mode, les objectifs du millénaire pour le développement. On a élaboré aussi des programmes, des projets. Si le terrorisme est là, c'est parce que les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas atteint leurs objectifs. Le peuple est demeuré dans l'insatisfaction. Et c'est l'insatisfaction qui provoque les frustrations. Quand les frustrations s'accumulent, elles se radicalisent et ça devient insupportable. Et il n'y a d'État fort que de peuple digne. Quand le terrorisme se déclenche dans un pays, même si vous prenez tous les armes les plus sophistiquées pour l'éradiquer, c'est une affaire de plusieurs décennies. Parce que vous avez toujours des cellules dormantes dans chaque pays qui relayent les gens qui ont été abattus. Et vous ne savez jamais quand est-ce que le sursaut, le réveil des cellules dormantes aura lieu. Et quand on dit cellules dormantes, il ne faut pas croire que c'est seulement dans les zones qui sont en activité terroriste visible que tout le monde voit, non. Donc, c'est un travail non seulement d'agents de renseignement, mais c'est un travail aussi de chercheurs. Et c'est dans la mesure où vous détectez ces cellules dormantes et les cellules qui sont actives que vous mettez le traitement adapté qu'il faut. Et quand vous faites la typologie des formes de terrorisme que vous avez dans un pays, le terrorisme économique existe aussi. Vous avez le terrorisme politique, le terrorisme d'occupation du territoire, le terrorisme religieux. C'est difficile de le définir par une formule magique. Ce qui est important, c'est de définir le terrorisme par rapport aux différentes formes que vous avez
sur le terrain dans votre pays. C'est ce travail que les universitaires doivent faire, qu'ils ne font pas, parce que pour la plupart de nos universitaires, ils ne font pas du terrain. Personne n'a intérêt que le terrorisme se développe. Donc il faut accélérer la décentralisation, accroître ses moyens, les schémas directeurs d'aménagement des communes, que ces schémas directeurs soient des outils intégrateurs de tous nos villages et quartiers afin que personne ne se sente exclu de la longue marche de développement de nos sous-territoires et du territoire national. Sous la houlette de son président Martin Viutu Assogba, l'ONG Alcrè a organisé le jeudi 28 novembre 2024 un séminaire autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle à la salle bleue du Centre d'études et de documentation de la Cour d'appel de Cotonou. Occasion pour les participants, chercheurs, OSC et hommes de médias d'examiner les influences de cette réalité pour des recommandations au vu d'un usage optimal et éthique. Le compte-rendu avec Carles Kitome. Alcrè est très honoré de prendre part à ce processus qui nous conduit progressivement à mieux réguler les espaces de l'information et de la communication. Une régulation qui passe par l'adaptation de l'intelligence artificielle aux réalités contextuelles en harmonie avec toutes les composantes de la société béninoise. L'intelligence artificielle est déjà présente dans les pratiques et les universitaires travaillent à les optimiser. En agriculture, par exemple, on pourrait anticiper sur le rendement d'une culture, d'une récolte, anticiper sur la détection des ravageurs dans un champ, par exemple, identifier le poids de certaines cultures, par exemple, des outils d'aide au diagnostic pour les maladies cardiovasculaires, pour les maladies chroniques rénales, des travaux également sur les maladies de peau. En éducation, on a des travaux qui vont aider à anticiper sur les résultats scolaires. Ce séminaire, en plus d'avoir proposé des recommandations, a informé plus d'un participant. On a appris aussi à travers la télé qu'il faut réguler l'utilisation du système et de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer complètement l'humain. L'humain a des spécificités que l'intelligence artificielle n'a pas. Donc, avec le travail de l'intelligence artificielle, il faut que l'homme aussi s'implique dans ce que l'intelligence artificielle a fait pour donner un côté humain, pour contextualiser ce que l'intelligence artificielle nous a apporté comme résultat du travail. Le séminaire organisé par l'ONG Alcrè ce 28 novembre laisse place à d'autres initiatives nécessaires pour l'utilisation positive de l'intelligence. À la conférence de presse à l'Institut organisée à l'Institut français de Cotonou à l'occasion de la sortie du film Ni chaîne ni maître, Simon Monteiro a expliqué les raisons et les circonstances qui l'ont poussé à réaliser ce film et surtout le message qu'il tenait à véhiculer. Suivons-le au micro de Carles Kitome. Mais c'est par la littérature créole et la littérature antillaise, Chamoiseau, Glissant, Aimé Césaire, Maurice Condé, que j'ai découvert le marronnage. Et l'envie de ce film, c'était de faire un film sur le marronnage. Non pas sur l'esclavage, mais sur celles et ceux qui ont brisé les chaînes, qui se sont enfuis de la plantation, qui ont affronté l'ordre colonial et qui ont rejoué les cartes de leur destin à une époque où ils étaient moins qu'animalisés mais chaudifiés. Donc Ni chaîne ni maître, c'est vraiment l'envie d'un film de fierté qui va toucher un point de l'invention collective, de l'imagerie collective, de l'esclave comme victime absolue, éternelle de l'histoire avec un grand H. Non, à chaque fois qu'il y a eu esclavage, il y a eu marronnage. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui ont refusé leur destin. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et c'est vraiment dans la créolité. Je me rappelle, j'étais au lycée, que j'ai découvert ces textes qui m'ont fait comprendre ça, parce que quelques années auparavant, la porte du retour était érigée sur la plage de Ouida. C'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué comme adolescent. Et j'avais vraiment des questions et des colères. Et le concept de marronnage m'a en quelque sorte soigné de ça. Et maintenant que j'ai refait le puzzle un peu à l'envers, je pense que c'est
d'abord à Ouida, puis dans la littérature créole, que le film est né. Je peux vous dire autre chose, c'est que donc j'ai ce parcours d'enfance avec cette idée-là, cette incompréhension de l'inégalité entre les peuples, de la chosification de l'humain. Et donc à Paris, je fais mon parcours au sein du cinéma français. Mais je sais que mon premier film sera sur ce sujet, sur le marronnage. Tout d'abord parce qu'il y en a eu très très peu en France. Dans le cinéma français, il y a eu 2 films, Sucre amer, Christian Lara, Passage du milieu, Guy Deslauriers. C'était fin des années 90. Et malheureusement, c'est de très beaux films, mais qui n'ont pas touché le grand public, qui sont très peu connus. Il y a eu Rue Gaz-Nègre de Zane Palsy, mais c'est la colonisation, c'est pas l'esclavage. Et du coup, je me dis, tiens, il faut que je fasse un film sur le marronnage. Vraiment, je me donne cette mission. Et je me dis, tiens, Louisiane française, au 18e, Guadeloupe, Martinique, je cherche là-bas Guyane, La Réunion. Et en 2009, je suis à l'île Maurice, qui s'appelait Île-de-France, au 18e siècle. Et je suis au sud-ouest de l'île Maurice, où tu as une communauté créole. Donc c'est des Noirs, sud-ouest de l'île Maurice, francophones, descendants d'esclaves. Et une vieille dame me raconte une histoire, qui est une histoire très populaire dans la communauté créole mauricienne, qui est l'histoire du Mont Brabant, donc la montagne qui apparaît dans le film à la fin, et qui est cet endroit où pendant des mois, les femmes, les hommes, les enfants qui s'étaient échappés des plantations ont trouvé refuge, ont retrouvé une dignité, un amour d'eux-mêmes, avant la fin du film que je ne révèle pas. Et voilà, c'est vraiment en 2009, donc il y a 15 ans, qu'il y a un dossier sur mon ordinateur qui s'ouvre pour la première fois, qui s'appelle Mort en Brabant, du nom de la montagne, qui s'appelle pas encore des chaînes humaines. Mais c'est là que commence l'aventure du film, il y a 15 ans, à l'île Maurice. Toujours au cours de ces échanges avec la presse, le réalisateur franco-béninois Simon Monteiro a exprimé son désir de restituer la réalité historique de ce film en hommage au marronnage. Suivons-le toujours au micro de Carles Sekitone. Un nouveau sage, une nouvelle sage pour m'aider, parce que je voulais vraiment que le film soit le plus réaliste possible. Mais comme c'est une période assez lointaine sur laquelle on a peu d'archives, notamment iconographiques, je dirais que 70% du film à peu près est avéré historiquement, et pour 30% on n'avait rien. Mais le pari, c'était de se dire, si on est très documenté, très inspiré sur les 70%, alors notre instinct qui va présider aux 30%, il ira au bon endroit. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'avais une soif de documentation qui m'a valu pas mal de moqueries bienveillantes de mes producteurs. Ensuite, j'ai eu de la chance sur ce film parce que comme j'ai travaillé avec de très grands artistes, mon chef opérateur, mon chef décorateur, mon chef costumier, ma chef maquilleuse, tous ces gens qui m'ont aidé, mes acteurs, le film est différent de ce que j'avais imaginé, mais en mieux. Parce que ce qui est bien, c'est que comme le cinéma c'est un art collectif, mon film a été fécondé par l'apport de tous ces autres artistes et ça lève la barre. Donc il y a beaucoup de moments inattendus. À un moment donné, Massamba arrive sur la plage et il trouve 3 personnes malgaches qui ont peut-être vu sa fille. Donc dans le scénario, il les chopait et il les agressait pour essayer de trouver, qu'ils leur disent où est sa fille, où est Mathilde. Et donc, première prise, en plus Ibrahima il suit vraiment le scénario, c'est pas un acteur qui improvise beaucoup, contrairement à Magimel, mais en tout cas, Ibrahima il suit, et sauf qu'il me raconte après coup. Donc, action, il arrive, et en fait, le regard d'un des figurants le transperce d'émotion. Et plutôt que de les agresser, il tangue sur ses jambes et il s'effondre. Et c'est magique. En fait, on a tous les larmes aux yeux quand on voit ça, parce qu'on comprend que c'est un père, moi j'ai 2 filles, c'est un père qui est totalement démuni, dévasté, impuissant. Et voilà, donc, ce qui a été beau, c'est aussi tous ces moments que les acteurs et les actrices ont proposés, où à partir de leur corps, ils ont réinterprété le scénario. Et ça, moi, c'est ce que j'ai préféré sur le tournage, ces moments-là.
On parle culture à présent. La maison Miwake organise le samedi 7 décembre prochain la 5e édition du festival Danse de l'Histoire. À quelques jours de l'événement, Maïssa Yourou, la promotrice, nous expose le contenu de cette édition. On regarde. Danse de l'Histoire est un événement culturel qui présente plusieurs tableaux. Parmi ces tableaux, nous avons la danse, la musique, la percussion, le théâtre, l'animation, l'art oratoire. Nous avons toutes ces activités-là qui sont réunies autour d'un terme. Et pour cette 5e édition, le terme, c'est le chantage émotionnel accompagné de la manipulation psychologique et de la santé mentale. Vous n'êtes pas sans savoir que le chantage émotionnel est une forme de manipulation psychologique qui peut entraîner des conséquences de santé mentale. Alors pour cette 5e édition, nous vous donnons rendez-vous ce samedi 7 décembre 2024 dans la grande salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou à 19h00. Comme chaque année, la Danse de l'Histoire réunit près d'une trentaine d'artistes, musiciens, percussionnistes, comédiens et batteurs. J'ai une team formidable, des danseurs exceptionnels qui sont prêts à tout donner pour valoriser ce qu'on appelle la culture, pour valoriser la danse qui parle, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas que de la danse, mais c'est de la danse qui parle. Donc, comme vous pouvez le constater, ils sont formidables, ils sont assez réceptifs, ils sont assez respectueux et moi, je les adore. Les artistes, danseurs et comédiens présents sur cette édition s'attellent afin de donner le maximum au jour du spectacle. Quelques-uns s'expriment, on regarde. On partage de l'amour fraternel et on s'apprête pour donner le meilleur de nous sur ce podium pour la 5e édition de la Danse de l'Histoire. Je n'ai pas encore fait grand chose dans le groupe, ni un bon temps, mais le peu de temps que j'ai fait, ça m'a donné vraiment du goût. La danse que nous faisons, nous racontons une histoire qui vont toucher des cœurs, qui vont faire travailler des gens. Des gens en quittant ce spectacle pourront rentrer avec un nouveau comportement, pourront rentrer avec un nouveau mental. Nous ne voulons pas danser pour danser, nous voulons danser pour apprendre, nous voulons danser pour impacter positivement la société. Je suis prête à donner le meilleur de moi-même pour que le spectacle soit un succès, pour épater les fans de Miwake et tous ceux qui viendront assister à cet événement. Ce que j'aime le plus, c'est cette vivacité, cette volonté que nous sommes en train de garder tous pour offrir à nos spectateurs un meilleur spectacle et toucher leur cœur. Je sens que nous sommes prêts et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que les spectateurs soient vraiment émerveillés. Et puis on parle religion à présent. L'arrivée d'un nouveau-né au sein de la famille et plus largement au sein de la communauté musulmane est un cadeau, un don de Dieu qui constitue un événement relevant d'une très grande importance, donnant lieu à différentes pratiques rituelles héritées de la tradition prophétique afin d'exprimer sa gratitude envers le Créateur et d'implorer sa bénédiction. Contrairement à ce que l'on peut observer dans d'autres religions, il n'existe pas dans l'islam de baptême à proprement parler. Ces rites sont opérés essentiellement le premier jour de la naissance, puis le 3e, 5e ou 7e jour. Quelle est l'importance du baptême dans la religion musulmane? Élément de réponse avec l'islamologue et professeur de la langue arabe Bassirou Lassisi qui s'exprime à ce propos. Des propos recueillis par Nansirine Fatoumbi et Francis Ola Farami. L'islam a élaboré pour toute une famille, lorsqu'un nouveau est né, dans la famille, il faut procéder au baptême religieux. Et ce baptême que nous faisons fait partie de la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a enseigné, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne fait rien de son propre gré, si ce n'est pas une révélation divine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam a mis le baptême
comme un moyen de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de là que dégage son importance. Le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout d'abord accordé ce don précieux, cette grande richesse, et Allah subhanahu wa ta'ala qui a veillé au couple lorsqu'ils étaient ensemble et qui a aidé la maman à surmonter ces étapes. Hamalatuhu Kurhan, comme l'a dit le Coran, elle a porté l'enfant dans le ventre avec détresse, avec souffrance, wahnan ala wahn. Et lorsque l'enfant est né, c'est une grande satisfaction. Le fidèle remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un. Le second côté qui marque l'importance du baptême que nous faisons en islam est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a élaboré comme une sunna, une tradition qui bénit l'enfant lui-même. Puisqu'il y a des choses que nous pratiquons ce jour de baptême et que, ou bien depuis que l'enfant est né, et que cela revient dans le bonheur de l'enfant. Tout d'abord, le prophète nous a enseigné que si l'enfant est né, nous faisons l'appel à la prière comme nous le faisons dans l'oreille droite. Et que nous faisons al-iqama lorsque nous voulons commencer par prier. Donc, iqama que nous faisons pour annoncer que la prière est ouverte, l'ouverture de la prière, nous faisons dans l'oreille gauche. Et ceci, c'est une bénédiction. Et ce qui est recommandé même le jour de la naissance, on doit le faire. Et c'est d'ailleurs, c'est pourquoi les alphas, le jour de baptême, ils demandent cela. Si cela n'a pas été fait, ils le font à la place. Mais la meilleure manière de procéder, c'est de faire ça le même jour pour que l'enfant écoute pour toute une première fois les mots d'Allah, les invocations d'Allah d'un côté. Et nous entendons le 7e jour ou bien le 8e jour. Restons toujours avec l'islamologue Bassirou Lassissi qui nous édifie cette fois-ci sur le sens que requiert le baptême proprement dit dans la religion musulmane. Suivons-le toujours au micro de nos reporters. La première des choses est que nous rasons la tête de l'enfant. Et le fait de raser la tête le jour, c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yuhlaq, comme il a dit, on rase la tête. Et si nous rasons la tête, la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de peser les cheveux. Ce que cela a pesé en or, nous le ferons en aumône. Nous pesons les cheveux. Le poids que cela a donné en or, nous faisons ça, nous prenons ça comme aumône. Si c'est la valeur de l'or, ou bien les sous, même la somme de la vente du poids de l'or que cela a pesé, nous donnons ça comme aumône. Et c'est ça que d'ailleurs nos papas, chaque fois si ça arrivait, on dit on ne rase pas gratuitement et on donne de l'aumône. Si l'intention était bonne pour rendre cela directement à la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure. Et après cela, nous immolons. Nous immolons une bête. La sunna nous recommande d'immoler 2 bêtes, comme nous le faisons en tabastique. Ici, c'est un garçon et une bête pour une fille. Ça, c'est la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela, selon les moyens aussi quand même. Et la dernière chose, nous donnons le nom à l'enfant. Et c'est ça la sunna nous a recommandé.
Mais ce qui marque l'importance de ce baptême est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que l'enfant est gage de ce baptême, c'est-à-dire il est attaché par ce baptême. Toute une manière, tout comme lorsque nous ne faisons pas ce baptême pour l'enfant, c'est tout comme il y a eu une grande chose spirituelle qui n'a pas été faite pour l'enfant et que l'enfant peut-être n'aura pas la bénédiction de la vie. Et c'est pourquoi la Sunna nous recommande, si nous n'arrivons pas à avoir les moyens pour faire le 7e jour, bien le 8e jour, la semaine qui va suivre, nous essayons de le faire. Si nous avons manqué de moyens, la 3e semaine qui a suivi, donc après cela, c'est resté. Même on nous a dit si l'enfant est majeur, finalement, il peut le faire lui-même ou bien ses parents encore peuvent toujours le faire. De toute façon, l'enfant doit faire ce baptême pour immoler tout cela et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu beaucoup de critiques autour sur les manières dont nous faisons. C'est ces manières seulement qui causent des problèmes. Parce que c'est une séance de remerciement. Ce n'est pas nécessairement que je regroupe les alphas de venir faire khutba, de venir donner le nom. En tant que père de famille, tu peux faire tout ce que nous avons dit. Tu nommes l'enfant, tu immoles, tu rases la tête et tu prépares, tu immoles, tu partages la viande ou bien tu prépares et les gens viennent manger en guise de remerciement. Cela ne nécessite jamais, pas du tout dans la sunna, de regrouper les alphas pour dire qu'il y a telle chose. C'est une malcompréhension des textes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur la bonne voie et nous pardonne nos péchés. On parle sport à présent. Les équipes nationales de basketball 3 contre 3 du Bénin participent depuis ce vendredi à la Coupe d'Afrique des Nations FIBA à Antananarivo au Madagascar. Si l'équipe féminine a bien entamé la compétition avec une victoire sur les Comores 18-11, les hommes sont tombés d'entrée face à l'Ouganda 8 contre 13. Lors de leur deuxième sortie, les Guépards ont buté contre le pays hôte 15 contre 19. Alors que les Amazones ont enchaîné une deuxième victoire en autant de matchs, Aïchatou Kondo, Véronique Keita et Christelle Huesso ont battu les Kenyanes 12-10. Demain, samedi 30 novembre 2024, les Béninoises vont affronter les Rwandaises pour leur dernier match de poule. Quant aux Guépards, ils vont s'opposer à la Mauritanie et aux Seychelles. La compétition va s'achever le dimanche 1er décembre. D'une discipline à une autre, on parle de la Ligue professionnelle de football 2024-2025 qui aborde sa 10e journée ce week-end. Dans le groupe A, 4 matchs sont au programme. Samedi, le choc entre l'Otopopo et Dadje FC, Abeille Buffle à Wessé, Dynamo de Parakou et Boa de Sinandé et Audio FC Real Sport à Commun. Le dimanche 1er décembre, 5 matchs vont se disputer. Banigansé, AS Tonnerre à Banikwara, Beke FC, Dynamo d'Abomey à Djougou, Cavalier de Niki, Dynamique de Djougou, Damissa FC, AS Takuna et Espoir FC de Savalo, Panthère FC de Djougou. Dans le groupe B, 5 rencontres sont au programme le samedi. Aspac FC avec JS Ouida à Tofo, Asvo AS Cotonou à Adjoron, Coton FC, Ayema FC à Ouida, Jia Ketou, Aziza FC et USS Krake Sitatunga FC. Le dimanche 1er décembre, en clôture de cette 10e journée, Adidja FC avec Avranco Omnisport à Tofo, Dragon JS Pobé à Charles de Gaulle de Porto Novo, Requin Étoile Filante au campus d'Abomey-Calavi et enfin Sobemap et l'AS Police. Hors de nos frontières, à présent au Madagascar, le pays est en pleine propagande contre, comme elle est qualifiée dans le pays, des élections municipales prévues le 11 décembre prochain. Depuis 10 jours, s'anime au passage à des voitures de campagne au rythme des concerts et distributions de dons.
En 10 jours, la majorité des communes de Madagascar se sont drapées d'orange, la couleur de la coalition présidentielle. Au-delà d'occuper davantage l'espace public que leurs adversaires, les candidats du pouvoir n'hésitent pas à utiliser les moyens qu'il faut pour convaincre. 6 mois plus tôt, le même climat de partialité régnait déjà en pleine campagne à les élections législatives. Le chef de l'État, Andry Rajoelina, avait multiplié les inaugurations d'infrastructures et discours de soutien non dissimulés aux candidats au pouvoir. Saisie, la Haute Cour constitutionnelle avait considéré que le président n'avait pas enfreint la loi électorale et exerçait seulement ses fonctions. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.